S'il y en a en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien, le ciel. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler du rugby italien qui performe malgré tout avec peu. Alors moi, c'est moi qui l'ai écrit ainsi, mais Philippe Spanghero va vous en dire plus puisque on va parler de ce rugby italien qui navigue vers le bas du tier 1 à l'échelle mondiale des meilleures équipes mondiales, parfois un peu propulsé dans le tier 2, donc une petite descente quand même en grade ces dernières années, parfois mise à mal sa présence dans le tournoi destination, mise à mal par la Géorgie, et puis au final le rugby italien semble aller un petit peu mieux. Mais comment justement ce rugby italien est structuré, Philippe Spanghero? Il est structuré assez simplement, je le dis souvent, mais en fait, ce qui structure quand même l'économie principale des grandes nations européennes qui composent notamment le Six Nations, c'est les droits des Six Nations. Donc, à l'échelle des fédérations et de ce qu'elles ont à nourrir en termes de licenciés, c'est plus ou moins important, et ça l'est particulièrement pour l'Italie, qui est un des pays qui joue le Six Nations, qui a le nombre de licenciés le plus faible, 80 000 licenciés en Italie pour un peu moins de 1000 clubs. Et donc, les droits commerciaux des Six Nations, c'est un peu plus de 25 millions par an à l'échelle de l'Italie, ce qui est perçu par la fédération italienne. Et puis ensuite, il y a un tout petit variable, je le précise, parce que ça peut intéresser quand même tout le monde au-delà de l'Italie, mais il y a quand même un barème de rémunération variable sur le tournoi des Six Nations. C'est aux alentours de 7 millions d'euros pour le premier, avec une prime d'1,5 million et quelques, parce que ça se calcule en livres, mais en euros, ça fait à peu près 1,5 million en cas de Grand Chelem. Et puis ensuite, on descend à un peu plus de 4,5 millions d'euros pour le deuxième, 3 millions pour le troisième, et puis ensuite, entre la 5e et la 6e place, puisque c'est là tous les ans à peu près que se situe l'Italie, c'est entre 1 million et 1,5 million d'euros de revenus variables. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, grosso modo, le rugby italien reçoit un peu moins de 30 millions en direct du tournoi des Six Nations tous les ans. Et puis ensuite, à ses revenus liés à son stade, dont on va parler tout à l'heure, qui amènent quand même des revenus conséquents à l'échelle de l'Italie. Et puis surtout, au début des années 2000, quand le rugby italien a fait son entrée dans le tournoi des Six Nations, ils ont compris assez vite que leur championnat domestique était pas assez calibré pour former les joueurs à ce niveau-là. Ils se sont structurés en province, et puis ils ont assez vite essayé d'aller rejoindre cette ligue celtique qui se crée pour aller essayer d'élever le niveau de jeu. Par ça, ils ont un peu tué aussi leur championnat domestique, et c'est un des problèmes aujourd'hui du rugby italien. Mais pour faire simple, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le rugby italien arrive à vivre dans le tiers 1 en n'étant pas quelque part un grand pays de rugby avec un nombre de licenciés important pour abreuver les réservoirs? C'est que ils ont mobilisé tous leurs moyens sur deux équipes qu'ils arrivent à faire performer, puisque la première équipe, c'est bien sûr le Benetton Treviso, c'est l'équipe historique qui est 7e en ce moment de la Ligue Celte, et puis ensuite les Zèbres de Parme qui sont un peu plus en difficulté, qui avaient été mis en vente déjà l'année dernière, qui sont avant-derniers de cette même Ligue Celtique, mais en même temps à 4 points du 10e, donc ils ont pas de l'URC, donc ils ont pas complètement décroché. Voilà ce qui explique que le rugby italien s'en sorte aujourd'hui dans ce tiers 1 et dans les 10 meilleures nations mondial. Ouais, parce que c'est vrai qu'on voit quand même une progression assez intéressante du Benetton Treviso ces dernières années, avec une belle structuration des joueurs, et même de la formation qui est quand même bien faite. On voit qu'il y a des choses intéressantes, mais pour revenir un tout petit peu sur ce championnat domestique, parce que effectivement il y a ces deux franchises de URC, est-ce que derrière il y a des clubs qui arrivent à survivre? Parce qu'à l'époque on avait quoi? Il y avait Positano, il y avait Viadana, il y avait ah oui, voilà, il y avait plein de clubs comme ça. Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils sont dans un championnat domestique? Et est-ce un championnat domestique amateur ou semi-professionnel? Alors c'est un championnat domestique qui se veut semi-professionnel, mais qui dans les faits est plutôt un championnat amateur, parce qu'aujourd'hui ils ont tué encore une fois ce championnat domestique. Alors par obligation quelque part, les Italiens ont su faire ce qu'a pas su faire le rugby gallois, dont on a parlé il y a quelques semaines, en se disant on a des moyens à focaliser sur certaines équipes. On fait avec nos moyens. Ils ont mis tous leurs moyens sur deux provinces principales qui sont le laboratoire pour le très haut niveau pour servir l'équipe nationale. Et donc
en 2018, ce championnat qui s'appelle la Serie A était un top 12. Il n'a pas survécu au Covid. On est passé à un top 10. Aujourd'hui, il n'y a que 9 équipes qui y participent. Et c'est vrai que je connais pas assez bien la structuration à la base du rugby italien pour répondre à cette question, mais c'est surprenant de voir aujourd'hui, et ce qui permet d'être un peu ambitieux pour l'Italie et pour son développement, c'est de voir à quel point son équipe moyenne de 20 notamment performe ces dernières années et tient la dragée haute aux grandes autres nations du 6 nations, ce qui n'était pas le cas précédemment, en voyant quelque part la faiblesse de leur formation. Parce que si on prend le cas de la France et des grands pays du monde, en dessous des très grandes équipes et des premiers championnats, il y a quand même des championnats en dessous qui amènent un certain niveau qui permet de faire éclore des jeunes joueurs pour se servir de tremplin pour ensuite accéder au très haut niveau. C'est particulièrement vrai en France avec la Pro D2, on en parle souvent, mais c'est vrai aussi dans les autres grands pays et c'est pas le cas en Italie. Et malgré tout, leur formation arrive à performer. Ils sont aussi plutôt performants par rapport aux autres nations européennes sur le développement du rugby féminin. Ils sont en avance. Ils ont aujourd'hui près de 15% de leurs licenciés qui sont des licenciés filles. Et sur le recrutement, ils avancent bien sur le féminin avec un niveau moyen qui se développe aussi. Donc, il a de quoi être ambitieux ce rugby italien, mais il pâtit de son manque de culture dans le pays, de son manque d'homogénéité géographique aussi surtout. Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un sport du nord de l'Italie pour le moment, le rugby. Parlons un petit peu du stade olympique, du Stadio Olimpico. Alors à l'époque, on a connu dans le tournoi de destination l'Italie qui jouait à Flaminio, dans ce stade dédié au rugby. Il était dédié au rugby à Rome. Désormais, c'est un stade de foot, un stade olympique où évidemment vous connaissez la Lazio, l'AS Roma qui joue dans ce stade, et c'est aussi de temps en temps donc le stade de la sélection italienne. Comment ce stade est utilisé par la fédération et quels sont les axes de progression? Est-ce que c'est pérenne comme situation? Elle me paraît pérenne, je connais pas les accords, mais elle me paraît pérenne. Vous savez, à partir du moment où le stade vit et où les équipes qui vont y jouer assument une partie des coûts fixes, ben forcément c'est intéressant pour tout le monde. Tout est question du coût de location de stade pour trouver un modèle économique. C'est bien le problème qu'a le rugby français aujourd'hui dans ses négociations avec le Stade de France. Mais si le rugby italien continue à y aller, c'est qu'ils doivent trouver leur modèle. Ce qui me paraît intéressant, c'est de voir d'année en année ces tribunes de ce stade olympique se remplir et se garnir. Et donc, en termes de revenus, forcément, les revenus moyens de ce rugby italien sur cette période phare pour eux qu'est le tournoi de destination, ben, ils augmentent tous les ans de ce qu'on voit de l'attraction pour ce sport en Italie en ce moment. Et donc, ça me paraît, oui, pérenne, parce que il y a malgré tout un engouement pour le rugby qui se développe, parce que même si ce rugby italien, il gagne pas encore réellement dans la durée, il manque de régularité dans la performance, ben, il tient quand même la dragée haute aux grandes nations et il rend son peuple fier de son équipe nationale. Ce qui était moins le cas au début des années 2000 et de son entrée dans le tournoi destination. Donc cette année, elle est importante quand même pour le rugby italien parce que, tu l'as dit encore récemment, il y a eu des débats sur sa place, éventuellement son remplacement par la Géorgie. J'avais expliqué tout de suite que c'était impossible puisque le rugby italien, comme toutes les autres fédérations, est actionnaire de la société commerciale Destination. Donc pour en sortir, il faut qu'il soit lui-même d'accord pour en sortir. Et je vois pas comment le rugby italien accepterait de sortir de ça, parce que en gros, il a un droit de veto. Oui, il a un droit de veto, comme toutes les autres nations. Et je le répète, mais la manne financière de toutes les fédérations qui jouent le 6 nations, ben, c'est les droits commerciaux des 6 nations. Plus que ça génère autour quand on reçoit les matchs de ces 6 nations, justement, deux sur une année et 3 sur l'autre année. Donc le rugby italien est installé dans ce 6 nations. L'histoire s'écrit et elle continuera à s'écrire et à renforcer son histoire avec cette compétition en gagnant un peu plus, puisque la réalité, elle est quand même sur le terrain. Oui, alors on sent que bon, il y a quand même des choses intéressantes sur la partie sportive avec Gonzalo Quesada, mais il y a aussi une progression peut-être à mener côté italien sur l'influence à l'échelle mondiale de ce rugby italien. On a vu Andrea Rinaldo être candidat à la présidence de World Rugby, sans succès, c'est finalement désisté, mais il y a peut-être un terrain à parcourir, quelque chose à franchir sur le côté rugby italien, peut-être pourquoi pas aller chercher une Coupe du Monde un jour. Et puis peut-être peser un peu plus à l'échelle mondiale du rugby.
Ben, ça passe par là. Quand je dis chercher une aussi, Coupe du Monde, c'est chercher une organisation de Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Pour être précis. Mais ça passe par là aussi. Mais ce qui est surprenant, c'est de se rendre compte que ce rugby italien, finalement, il est vieux sur la scène internationale. Et la fédération italienne fait partie des fédérations qui ont créé la FIRA, l'ancêtre de World Rugby, dans les années 30. Donc l'histoire du rugby italien dans le rugby mondial, elle est quand même ancrée. Après, il y a eu des trous d'air malheureusement beaucoup trop nombreux dans l'histoire de ce rugby italien pour assurer une pérennité. Moi, ce que j'attendais de voir aussi, c'était la mise en vente de cette équipe des Zèbres et de voir éventuellement qui allait être le profil des repreneurs. Ce qui se passe pas en Italie et qu'on a en France, c'est ces grands mécènes, ces capitaines d'industrie qui ont une vraie sensibilité pour le rugby et qui sont prêts à y mettre des moyens, faire venir quelques grandes têtes d'affiche internationales pour être cette locomotive et avoir ce pouvoir d'attraction qui manque encore au rugby italien et aussi pour peser au niveau international. C'est pas le cas pour l'instant. La vente des Zèbres aurait pu être une opportunité. Elle a pas été saisie. Mais en tous les cas, ce rugby italien, voilà, il a besoin de structurer encore davantage sa formation, de régler malgré tout économiquement et sportivement le problème de son championnat domestique, parce que à l'échelle des grandes nations du monde, on ne peut pas avoir un championnat domestique aussi peu performant. Et le débat, il est autour en effet de ces deux provinces, puisque au début des années 2000, il y avait historiquement le Benetton-Trévise, et puis ensuite il y avait une province qui s'appelait Hérony, qui n'a pas survécu, qui a été remplacé au bout de 2 ou 3 saisons par les Zèbres de Parme. Donc aujourd'hui, dans le paysage italien, voilà, on a ces deux grandes puissances qui tirent le rugby national vers le haut, mais qui sont, je le répète, très ancrées dans le nord du pays. On manque de culture rugby dans le sud du pays. C'est très dur en Italie de cohabiter à côté du football, on le sait. Mais malgré tout, le rugby a une place à prendre, et ça passera par des performances sportives et la qualité de la formation. Et en ça, quand même, l'Italie est sur les bons rails. Ouais, et sportivement, par de grandes victoires aussi, mais pas dimanche, s'il vous plaît. Mi-italien, ce serait quand même terrible pour l'équipe de France, même si on sent que dans les propos de Fabien Galtier cette semaine en conférence de presse, il y a de la véritable crainte pour cette équipe italienne qui est en pleine progression. Le 7-1 est un aveu de crainte. Alors on a raison, et ce serait un vrai péché d'orgueil de pas les craindre, surtout après notre match en Angleterre. Mais c'est vrai que pour revenir au discours de Fabien Galtier, il y a une vraie appréhension de ce que vont nous opposer les Italiens sur le combat physique, sur le défi physique, notamment sur le jeu au sol. Il a insisté beaucoup là-dessus, Fabien. Et c'est vrai qu'en ça, c'est quand même surprenant. Parce que et ça doit rassurer aussi les Italiens sur l'image qu'ils renvoient sur la scène internationale. Ouais, et voilà, et c'est vrai que l'Italie est une nation très intéressante à suivre avec le prisme du rugby. Merci beaucoup Philippe Spanghero. On te retrouve Merci dimanche. Merci à vous messieurs. C'est dimanche. Ça, je suis pas fou. On te retrouve dimanche. Dimanche pour le débrief. Et oui, pour le débrief de Italie-France, justement. Merci Philippe. Et sois à l'écoute de la Pro D2. Dans un instant, le multiplex avec toute l'équipe. Et on vous dira tout sur ce qui se passe entre Aix-en-Provence et Angoulême. C'est-à-dire beaucoup de choses avec Clément Combat tout de suite.